de Santiago yo voy, camino de Santiago. Je me trouve aux Aviscans, le point de départ du chemin de Saint-Jacques. 15 août 2017, c'est le départ pour Santiago. Je suis dans Saint-Trophime et beaucoup d'émotions bien sûr de partir d'Arles. Demain ce sera Saint-Gilles. Michel et André. Nous entreprenons un autre départ depuis Arles cette fois, vers Compostelle. Cette année, nous n'allons que jusqu'à Castres. Il est 7h30 et je vais passer par le Petit Rhône pour aller à Saint-Gilles qui est à 22,5 km. Je suis accueilli pour la nuit par Danielle, l'hospitalière, au gîte municipal. Dans l'abbaye, l'homme en marche va vers sa destinée. Quête de Dieu, quête du bonheur, quête de la vie, que ce chemin soit pour toi, pèlerin, signe de joie, de persévérance et d'humilité. Il est 6h30, je quitte Saint-Gilles pour Galargues à une trentaine de kilomètres. Tout commence par une belle matinée paisible à marcher dans les vergers. Très agréable de commencer la matinée en croquant dans un abricot ou un brugnon, surtout quand le petit déjeuner est léger. Vers 11h30, j'étais à Vauvert et j'avais déjà parcouru quasiment 18 km. J'ai perdu les traces du GR. Je viens de retrouver le GR. Ouf! Galargues garde les vestiges, entre autres, d'un hôpital Saint-Jacques du XIVe siècle. Il est 7h, départ de Galargues. Bonjour, à quel pèlerin? Daniel. Après une nuit à l'imposant sanctuaire Saint-Roch de Montpellier, la journée ne pouvait que bien commencer.
L'étape devait être courte, 22 km. À 9 h, j'avais déjà parcouru 10 km et je prenais le café à Granels. Il me restait 12 km pour finir l'étape à Montarnot. Une journée magnifique, un chemin comme on en rêve, divers et bien balisé, avec des vignes et la garrigue. Une journée encore très très chaude, mais par chance ventée. Il est 12h30, j'arrive à Montarnot. Je vais continuer jusqu'à Agnan, encore 7 ou 8 km. Il est 18 h quand j'arrive à Agnan, par une ancienne voie ferrée désaffectée dont on avait retiré les rails. Demain, j'irai marcher dans les contreforts arides du Piémont-Cévenol. Le pont du Diable avant Saint-Guilhem. Ouf, le plus gros est fait. Montpérou en vue. Une journée éprouvante d'efforts et de bonheur. Entre montagne et vigne, mon chemin finira à Arboras. Il y a des gens d'une générosité incroyable. Marie-Françoise et Sébastien m'ont laissé les clés de leur gîte sur la boîte aux lettres. Incroyable chance, je n'avais nulle part où aller, très coquet, bien agencé, où j'étais seul pèlerin pour une nuit paisible. Merci la Providence. En 2004, il n'y avait pas de gîte à Arboras. Nous avions été accueillis à la mairie par Monsieur le maire. Un accueil que je n'ai pas oublié. La nature est bien généreuse. Aujourd'hui, j'ai marché entre villages, vignobles et forêts. La journée a été rude cependant, surtout pour mon talon d'Achille. Le chemin montait, montait, montait. Il faisait chaud, 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 et j'ai bu, 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 et j'ai encore soif. Encore une étape de basse montagne en osmose avec la nature. Merveilleuse sensation de liberté et de bien-être. Mon étape se termine à la cathédrale Saint-Fulgent. Pour la nuit, la Villa Jeanne m'accueille dans un joli cadre romantique. Il est 7h moins le quart, je quitte la Villa Jeanne pour aller à Lunas. Une vue panoramique et l'horizon à l'infini, avec au fond du regard le lac Salagou, un chemin minéral et forestier qui me mènera au col de la baraque de Bral. Une nature sauvage et pleine de surprises. Une journée reposante qui me préparera à l'étape de montagne de demain. Lunas est un très joli village sur l'eau de la Graveson, au grand bonheur des pêcheurs de truites. Je suis accueilli au gîte de Redondelle pour la nuit. En fait, un vieux bistrot. Le rocher de Redondelle surplombe Lunas. Il est 6h40.
une sous l'orage. On l'entend qui gronde dans la montagne. Le jour se lève, le ciel semble se dégager. Aujourd'hui, c'est la montagne. Il faut monter pour passer de crête en crête, soit 20 km de marche dans la forêt sans point d'eau, pour une journée très fatigante. Une 10e étape qui finit à Saint-Gervais-sur-Marne sous un soleil de plomb. Une fatigue à la hauteur des sommets à franchir. Je suis accueilli à Saint-Gervais-sur-Marne chez Michel Bras, qui m'a préparé lui-même pour notre repas des tomates farcies. Délicieuses, j'en ai même repris. Une sensation de liberté. Seul au monde dans la forêt. On entend les gouttes d'eau qui tombent sur les feuilles. Je retrouve par hasard Michel et André dans la forêt. Une rate sur Vèbre, étape de ce soir. Il est 7 heures. Le stand est un peu couvert, c'est le départ pour la Salvetta. La pluie crépite sur les feuilles sans me mouiller. Il y a du bonheur et de l'angoisse dans cette forêt touffue. Le sol est jonché de feuilles comme un début d'automne. Le chemin est magnifique et lumineux. Pas âme qui vive dans cet océan de verdure. Il est 7h moins 10, je quitte l'auberge de Resse pour aller vers Anglès. La journée se passe en montagne, dans le parc naturel du Haut-Languedoc. En forêt bien sûr, aujourd'hui une grande partie sur le bitume. Tant pis, mon Dieu que la montagne est belle. Il est 8 heures, je suis en pleine nature. Encore 2 heures pour arriver à Boisseron. J'aurais fait 13 km. Le chemin n'est pas facile. Alors là, un carrefour où les forestiers ont tout coupé. Je vais quand même tenter par là. Ah bah tiens, voilà, la balise. Il est 10h10 quand je rejoins Boissezon à 13 km. Un petit village qui a tout de même un café et une épicerie.
Je déjeunerai d'un pain au raisin, accompagné d'un café au lait et d'œufs de pêche. Je rencontre par hasard Michel et André. Nous prendrons un dernier verre place Jean Jaurès avant d'aller retrouver mon gîte. Il est 7h20, je quitte Castres, le relais de l'Harmonie et Marie-Joseph pour marcher jusqu'à Revel. La journée se passe sur le bitume, petite et grande route, peu de chemins ou des chemins qui doublent la route et finissent parfois à travers les champs. Finalement, je réalise l'impossible en allant plus loin, après 9 heures de marche jusqu'à Revel. Ma cheville tiraille après tant de goudron. Je dînerai avec Solange l'hospitalière et Corinne, pèlerine, qui auront la gentillesse de partager leur repas avec moi. Il est 7 heures, nous quittons le gîte avec Corinne. Il est 1h moins 10. J'arrive à un pont. Ferrand serait d'après mon GPS à 1h25. Une étape sous un soleil de plomb qui fera finalement 29 km. Il est 14h30 quand j'arrive au bas de Montferrand. C'est bien la maison la plus haute, lieu près du ciel, un lieu de partage, la porte de Marie, un lieu de paix. Premier accueil chrétien du chemin. Il est 7h15, je viens de quitter Montferrand et René-Claude et Patrick pour aller à Avignonnet et prendre le canal du Midi pour aller à Toulouse. Ce soir ce sera à Aigueville, près de Vaziège. Il est 9h moins 10 quand j'arrive au bord du canal. Je vais le poursuivre jusqu'à Toulouse. Je vais poursuivre le canal d'écluse en écluse jusqu'à l'écluse du Sanglier pour me rendre à Aiguevive, à 30 km. Une journée en compagnie des canards sauvages tout au long du canal. Gérard, l'hospitalier du gîte, me conduit à ma chambre, je suis le seul pèlerin. Pour le dîner, il me dit qu'il va me préparer une daube et une salade de tomates. 3 heures de cuisson. Gérard est le cuisinier de la semaine. Il est 7 heures, je suis sur la piste cyclable qui va à Toulouse. Arrivé à Toulouse sous la pluie. Je traverse le pont Neuf, il est 6h30, une grosse étape aujourd'hui que j'ai prévue pour aller à l'Isle-sur-Jourdain, presque 35 km. La sortie de Toulouse est compliquée. Peu de balisage. Je marche sur une piste cyclable qui me conduira à Pibrac. Une dame en vélo s'arrête à ma hauteur et me dit « Vous êtes perdu ? Ben non, pour une fois. Tous les pèlerins se perdent par ici, me dit-elle. Vous auriez mieux fait de prendre le train. »
Je déteste la Haute-Garonne mal balisée, j'adore le Gers qui sent bon le foie gras et les confits. Je reprends le chemin historique, c'est l'île sur Jourdain par une petite route. Petite visite guidée par le pont romain et la collégiale avant d'arriver à mon étape. Je suis accueilli par Monique et Michel Payas pour une soirée en famille avec soupe de légumes du jardin. Il est 7h40, je quitte Monique et Michel après le petit déjeuner, direction Gimont à 25 km. Au bout de la ville, 2 petits lacs. Des pêcheurs sont attentifs à pêcher la carpe. Le chemin va aujourd'hui m'emmener à la campagne en suivant le marquage rouge et blanc. Les orages de la nuit ont détrempé les chemins. Le temps reste nuageux et frais. La boue colle aux chaussures et engendre quelques glissades mémorables. Les instants de repos sont aussi nécessaires pour ménager ma cheville qui me fera un peu mal en fin d'après-midi. Entre champs de tournesol et pâturage, la nature semble me happer. Le chemin de Saint-Jacques surprend, en pleine mutation semble-t-il. Les pèlerins du Moyen-Âge auraient bien du mal à mettre leurs pas dans les miens. J'arrive à Gimont, petite bastide, où la rue principale passe sous la grande halle. Il y a tant de choses à voir, mais je ne fais que passer pour poursuivre mon chemin vers Compostelle. Il est 7h15, il fait encore nuit, c'est dimanche, tout le monde dort. Je pars en direction de Hoche, trentaine de kilomètres. Il faut que je trouve un petit pont et descendre en dessous pour retrouver des traces au bout de cette route. Je vais retrouver la chapelle et le chemin. Monter, descendre à travers les champs de maïs et de tournesol. Marcher en lisière de forêt dans la solitude. Marcher dans ses rêves, marcher dans ses pensées, ou marcher dans sa vie. L'île Arnay est ma première étape à 10 km, suivie de Luisan 5 km plus loin. Ce matin, départ d'Hoche sous une pluie fine. C'est toujours difficile de quitter la ville et sous la pluie, c'est toujours un petit peu inquiétant. Il est 7h45 et le temps se dégage. Je traverse la forêt d'Auch sur le bitume. Baran, le premier village, est à 17 km. Il n'y a pas de bistrot pour se reposer. J'achète un coca et une barre de chocolat chez le quincaillier. La particularité de Baran, c'est le clocher-tor de son église. Le village suivant est l'île Noé, enclavé entre 2 cours d'eau. Il me reste 5 km pour arriver à Montesquiou. J'y arriverai vers 16h30. Rencontre avec l'abbé Georges Bernès, homme de foi, poète, amoureux de la vie. Au revoir. Heureux et heureux à Compostelle. Merci. Georges Bernès, pionnier du chemin de Saint-Jacques en Espagne, est décédé le 26 septembre 2017.
12 jours après notre émouvante entrevue. Brillant musicien, il avait composé 9 oratoires et un requiem. Suite à son premier pèlerinage en 1961, il éditera le premier guide en Espagne en 1973. En 2010, il déclarait à la presse « Les pèlerins à pied sont des rois. Ils voient tout. Ils sont aussi des Christ qui supportent tout. On trouve sur le chemin la foi, l'humilité, la charité, et même si certains le font par snobisme, il y trouve aussi quelque chose. » Pour me loger à Montesquiou, il me faudra retrouver Françoise. Elle habite près de l'église. Elle me cuisinera ce soir des pâtes aux légumes. Françoise m'avait préparé le petit déjeuner pour 7h30. Mon étape ne faisant que 24 km, pour la première fois je prenais mon temps. La journée sera en pleine nature, très vallonnée entre forêts et chemins herbeux. Je marcherai au milieu des cultures de soja sans rencontrer âme qui vive. Mon chemin me conduira à Saint-Christo et son église templière datant de 1260. Un peu plus d'une heure plus tard, ce sera Montlozun. Je déjeunerai à Montlozun d'un sandwich maison d'une barre de céréales fraises poire, avant d'arriver à Mauriac à 16h30. Je logerai au grenier Saint-Jean, un grenier transformé en dortoir au cœur du village. Isabelle m'accueille avec un verre d'eau fraîche à la verveine. Ce soir, au gîte, je me concocterai des pâtes au saumon. Je quitte Marcillac aux alentours de 7h30. La journée commence par une petite route et une énorme côte. Le dos courbé et les bâtons comme des piolets, je grimpe de bon matin pour filer dans un sentier qui serpente dans les bois. La pluie commence à tomber. Direction Orieban et son clocher en forme de fusée qui se voit de loin. Je quitte le Gers à regret, même si les Pyrénées m'attirent comme un aimant. La matinée commence sous une pluie battante. Le premier café pour m'abriter se trouve à 18 km à Maubourget. J'arrive vers 13h30. Cela tombe bien, c'est l'heure du déjeuner. J'étais claqué avec une cheville qui me faisait mal. Il me reste 9 km pour brûler mes calories et arriver au gîte où je suis attendu, à la vie douce. Michel m'attend effectivement avec son appareil photo. Corinne et Michel m'accueillent dans leur maison charmante, un verre d'eau au romarin à la main. La vie douce, je la quitte à 7h45. Le temps est frais, rien de mieux pour aller marcher. Déjà 10 km et j'arrive au village de Momie. L'église, paraît-il, a un beau vitrail de Saint-Jacques. Elle est fermée comme la plupart des églises de campagne. La journée se passe, comme ces derniers jours, entre forêts et chemins herbeux, bordés de champs de maïs au garde-à-vous pour me laisser passer. Tous ces villages, tous ces petits bourgs, n'ont ni commerce ni café. Je me contenterai aujourd'hui d'un sandwich maison à la barre vitaminée. Je vais bientôt arriver à Morlas, capitale du Béarn au XIe siècle. La capitale a fondu, il ne reste plus que l'église Sainte-Foy. Au portail, le Christ en majesté entouré des 24 vieillards de l'Apocalypse et des 12 apôtres et d'une ribambelle de canards de toutes sortes. Comme à Conques, Sainte-Foy est toujours cette jeune fille martyre pour sa foi. Ce soir, c'est le Ourki Café qui m'accueille pour la nuit. Une chambre confortable, un luxe pour un pèlerin. Il est 7h15, le jour se lève. Je quitte mon nid douillet pour prendre la route. La lune me surveille du coin de l'œil et m'invite à suivre le balisage. La journée n'aura rien d'exceptionnel. Les chemins en plaine sont agricoles et tournicotent autour des champs de maïs. Ils me conduiront à la forêt domaniale de Bastard, appelée Bois de Pau, où joggeurs et cavaliers partagent les allées avec moi. Un panneau m'indique Compostelle à 930 km.
Le chemin est joli, je suis le Gave de Pau par une piste cyclable jusqu'à Artiguelouve. Les pieds de vigne m'indiquent que je suis bien au pays du Jurançon. Je traverse le vignoble dans ces collines pré-pyrénéennes dont le vin blanc a honoré la table de Henri IV. Le gîte qui m'accueille ce soir est une maison dans la forêt. Aurélie viendra à ma rencontre. Nous dînerons en famille. Demain, une étape importante, Oloron-Sainte-Marie, à 29 km, avec d'importants dénivelés. Ce matin, en ouvrant les yeux, j'entends la pluie. Je savais déjà que la journée serait terrible. Il est 7h30, le jour se lève à peine. Je m'équipe et je pars. Il pleut fort, la journée aurait pu être agréable. Je vais cheminer quasiment dans la forêt. La pluie est diluvienne. Il faudra marcher 12 km pour arriver à la commande. La pluie a momentanément cessé. Il y avait un hôpital pour pèlerins au XIe siècle qui a été vendu à la Révolution en particulier. Un lieu chargé d'histoire. Au cimetière, de nombreuses stèles discoïdales. Sont les traces du passage des Templiers. La pluie reprend de plus belle en quittant la commande. Les chemins dans les bois sont détrempés. Il est 16h30 quand j'arrive à Oloron-Sainte-Marie. Une journée où j'aurais marché 27 km avec un temps épouvantable. Ma caméra, inondée dans mon sac étanche, n'aura pas résisté. Ce matin, je prends mon sac, direction la cathédrale, à 800 mètres du centre-ville. Je pars pour Sarance. Dans la rue, une personne m'aborde. « Vous allez à Saint-Jacques ?» C'est Jojo le bedeau. Jojo me fait visiter la cathédrale et timbre ma crédentiale. En sortant de la cathédrale, à 8h15, une borne m'indique que je n'aurai pas fini de marcher avant 1 mois et demi au moins. Je retrouve les traces rouges et blanches du chemin que je suis d'un bon pas sous une pluie incessante. Le chemin aujourd'hui est constitué de petites routes agréables sur lesquelles il pleut allègrement. Un pays où les fromages fleurent bon la brebis. La dernière portion passe au bord du Gave d'Aspe par un petit chemin escarpé au passage très réduit où les multiples cascades ne me permettent pas de garder les pieds au sec. J'arriverai à Sarance vers 15h30, accueilli au monastère Prémontré. L'église est attenante au monastère, l'accueil est chaleureux et nous dînerons tous ensemble, frères et pèlerins. La pluie n'a cessé de tomber toute la nuit. Pelotonné dans mon sac à viande, je me fais une raison. Ce matin, les hospitaliers du monastère m'ont préparé un petit déjeuner consistant. Pain grillé, miel, confiture, tout pour partir affronter la pluie qui redouble à l'extérieur. Je décide de ne pas prendre le chemin du GR, qui était déjà détrempé hier après-midi, mais de rester sur la route nationale qui monte au col du Samport. Je serai très vigilant. À chaque camion, le danger me guette. Sur le qui-vive, je suis prêt à me jeter dans le fossé. À 9 km, c'est le premier village, Bédouce. J'y arrive rapidement. Il y a une boulangerie où je prendrai un café. En traversant, je vois éleveur fromager. Aux commandes, c'est Simone, qui me fait goûter tous les beaux fromages en vitrine. C'est la vallée du fromage de brebis. Un délicieux moment, d'autant plus que la pluie a cessé. Que la montagne est belle. Malgré le mauvais temps, je suis heureux d'avancer dans ce paysage presque irréel. La route ne fait pas de cadeau. Une énorme montée m'attend pour finir l'étape. J'arrive à Borse, ma destination, très tôt, vers 14h30. Il ne peut presque plus. Même un rayon de soleil fait mine de passer timidement à travers les nuages. Le village médiéval est magnifique. Un hôpital, Saint-Jacques, à l'entrée du village, sert de gîte. J'y avais séjourné en 2004. Demain sera une étape privilégiée.
En atteignant le col du Samport, à 1632 mètres d'altitude, et la frontière espagnole qui m'ouvrira de nouveaux horizons. Il est 8 heures ce matin quand je pars vivre une étape importante de mon voyage. Le village de Bors est sous les nuages, mais le temps semble s'améliorer. 18, c'est le kilométrage pour arriver au col. Les premières heures sont sur la route nationale. Après Urdos, j'entre dans le vif du sujet. D'abord à travers les pâturages en pente douce, puis le sentier grimpe à flanc de montagne. Le sentier est à peine matérialisé. Il faut suivre de loin en loin les traces du GR, jusqu'à un chemin plus large, mais qui monte continuellement. Les sommets ne me semblent pas loin. En cheminant sur ces sentiers escarpés, à flanc de montagne, je pense à ces pauvres gens qui ont fait la traversée avec femmes et enfants pendant la guerre. La montée est rude pour moi. Pour eux, ça devait être terrible. Je pense aussi à ces pèlerins du Moyen-Âge qui ont tracé les chemins sans savoir vraiment où ils allaient. Il ne me reste plus que 6 ou 8 kilomètres, mais encore 800 mètres de dénivelé. Ma cheville me fait un peu mal, je décide de monter par la route. Ce sera peut-être plus long, mais le terrain sera plus stable. La montée est rude. À chaque virage, je pense être au sommet. La fatigue fait que mon sac est plus lourd. Je retrouve les traces du GR. Un panneau indique 45 minutes. Le temps me paraît très long. Le chemin est magnifique, je frise les sommets dénudés. Je n'y suis pas encore, le sentier monte toujours. La montagne teinte de toutes parts des cloches des vaches. Ce sont les seules rencontres que je ferai dans la journée. Le soleil éclaire enfin la montagne. Il est 14h30 quand j'atteindrai le col du Samport. Sans m'en rendre compte, je suis en Espagne. Je suis envahi par l'émotion. C'est une victoire, un des moments importants de mon chemin. Côté français, le café a fermé. Côté espagnol, une énorme et belle bâtisse fait bar et albergue. J'y retrouve Jean-Louis, rencontré au monastère de Sarance. Je déjeunerai avec lui, nous partirons ensemble à Confron-Estation, à 8 km. Les Pyrénées espagnoles ressemblent bien aux nôtres. Ce qui a changé, des flèches jaunes balisent maintenant le chemin. Nous logerons à l'albergue Pepito Grillo. Nous y prendrons une bière et trinquerons à notre victoire. Il est 8 heures, tous les pèlerins sont en effervescence. Il est temps de quitter l'albergue pour aller cheminer. La température est très fraîche. Les prévisions nous annoncent le soleil. Jean-Louis m'attend, nous partirons ensemble. En traversant Confron Station, nous passons devant la monumentale gare construite en 1922. Nous suivrons maintenant les flèches jaunes qui nous guident pour notre périple. Le chemin suit et croise la nationale 330 par de larges chemins bien balisés. Armando se joint à notre marche. C'est un pèlerin espagnol, un grand gaillard, agriculteur, fort sympathique. Je me rends compte que mes bribes d'espagnol peuvent faire une conversation. Nous arrivons à Castiello de Raca, où nous faisons la connaissance de Faustino, 80 ans, qui nous parle avec chaleur de son village. Les chemins sont parfois pris d'assaut par les brebis et les chèvres. Il est 14 heures quand nous entrons dans la ville de Raca en passant par la forteresse. Le refuge pour pèlerins est situé au centre-ville à proximité de l'imposante et massive cathédrale romane du XIe siècle. Le dortoir est fait de box très confortables. Nous sommes que 6 pèlerins actuellement au dortoir. Les montagnes vont s'éloigner, transitent avec la plaine, que je parcourrai demain
jusqu'à Arès, à 25 km. Sur le Camino, les amitiés se nouent. Dès la sortie de Raqqa, prenons un large chemin qui serpente autour de la nationale 240. Je distance mes compagnons pour retrouver un peu de solitude sans doute. Nous nous retrouverons 15 km plus loin à Santa Cilia de Raqqa, où un pèlerin métallique nous attend. Nous prendrons un café et un boccatillo à Santa Cilia. Notre chemin passe par les collines, des sentiers difficiles et flirte souvent avec la nationale. Un petit bois nous mènera au Rio Aragon et à Puente l'Arena de Raqqa. Nous ne traverserons pas le pont, mais continuerons à bord de la route jusqu'à un petit chemin étroit difficile entre ronces et buis pour atteindre Arès. Ce village, je l'avais connu en ruine en 2004. Un village qui a une âme. La vie a repris. Les maisons sont reconstruites et habitées. Elle expose de monumentales cheminées aragonaises. Il y a même un café, El Granel del Conde, où nous déjeunerons en arrivant dans une ambiance festive. Le refuge est tenu par des hospitaliers de Séville qui nous accueillent avec une limonade aux fruits frais. Le gîte est petit, nous sommes 8 dans une toute petite pièce. C'est dans ce refuge que j'ai rencontré en 2004 Louis Janin, hospitalier, décédé depuis en 2016. Il avait fait plus de 25 fois le chemin de Compostelle. C'est ici, à Arès, que Louis m'a donné le goût de l'accueil et les bases du partage. Ce matin, le soleil est à peine levé quand nous quittons le gîte d'Arès. Bueno camino, bueno camino. Après de grandes accolades avec les hospitaliers, nous prenons le sentier qui descend vers la plaine. Derrière nous, Arès, perché sur son pic, semble déjà loin. Dans la solitude matinale de ce chemin, j'ai l'impression d'être le premier homme au monde. Une borne annonce Compostelle à 799 km. Chaque jour me rapproche des étoiles de Santiago. La géologie de cette partie de l'Aragon nous conduit à cheminer entre grandes lignes droites bordées de champs et petites collines grisâtres sans végétation. Pas étonnant, il y a 75 millions d'années, la mer recouvrait la région. J'ai marché aujourd'hui 28 km sans m'arrêter un seul instant. Mon cheminement ne me permettait pas de passer dans aucun village. L'étape se termine aujourd'hui à travers une petite forêt ombragée dont les jolis sentiers serpentent jusqu'à Ruesta, village en ruine dont les habitants ont déserté les lieux quand leurs terres ont été immergées. Le village fantôme de Ruesta attend que la vie reprenne. Une albergue et un petit restaurant nous accueillent pour la nuit et le dîner. Il est 7h30, le temps est frais. Nous quittons l'albergue de Ruesta. Le responsable, Franchot, nous accompagne ce matin jusqu'à un ermitat qui était un hôpital pour pèlerins au Moyen-Âge. Édifié par les Visigoths, l'église est réaménagée au fil des années. Nous entrons par un beau portail romain. La première partie était réservée aux pèlerins, dans sa deuxième partie aux habitants. L'agrandissement du lac inondera prochainement de nouvelles terres, jusqu'au pied de l'ermitat. Nous quittons Franchot pour cheminer dans un sentier qui serpente et monte dans une forêt de chênes de pins pour arriver sur une large piste en montée. La montée est relativement facile malgré ses 3 km, avec un dénivelé de 350 mètres que nous avalerons rapidement par cette matinée fraîche. Le soleil étire ses rayons et nous réchauffe. Au sommet, la vue est à 360 degrés. On aperçoit au loin les éoliennes. Nous ferons ainsi notre entrée en Navarre. Nous entamons la descente jusqu'au village de Hundes de Lerda. Il est 11h. Nous avons déjà parcouru 12 km. Nous prendrons un café. Il nous restera encore 12 km pour arriver à Sangüesa par une large piste, souvent rectiligne. Nous irons directement à l'albergue. Il est 15h, c'est jour de fête. Un nouveau venu parti d'Arles, Bernard,
en chemin pour Santiago, se joint à nous. Il est moins de 7 heures quand je sors de l'albergue ce matin. L'équipe de pèlerins, aujourd'hui, se compose de Jean-Louis, Armando, Bernard, qui se joint à nous au départ de Sangüesa. Nous sortons rapidement de la ville pour passer de colline en colline, tout en montant dans des petits chemins étroits qui nous annoncent une très belle étape en pleine nature. Le temps est au beau aujourd'hui. Nous passons au pied des éoliennes que nous avions vues hier après-midi dans le lointain. Nous arrivons à Isco, petit village de 50 habitants qui possède un café communal. Nous venons de parcourir 20 km sans possibilité de nous arrêter. Il est 11h30. Ce sera par une large piste que nous atteindrons Salinas di Bergotti et par un petit sentier de buis, 2 km plus loin, Montréal. Nous rencontrons le padre Pedro Salinas avec qui nous échangeons quelques mots en espagnol. Après notre installation à l'albergue, nous déjeunerons avec tous les habitants du village dans le restaurant communal, dans un énorme brouhaha. Armando doit nous abandonner. Son camino finit à Montréal pour cette année. Il est 14h45, son bus est à 15h. Demain, l'ultime étape du chemin d'Arles, Puente l'Arena à 31 km. Ultime étape aussi pour Jean qui remontera à pied à Pampelune pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port et rentrer chez lui. Ce sera le temps des adieux. Dans la nuit, j'entends la pluie crépiter sur le toit de l'albergue, ce qui présage une triste journée. Le départ est à 7h20. La pluie tombe abondamment. En sortant de Montréal, nous empruntons très vite un petit sentier à flanc de colline, passant de l'une à l'autre. Heureusement, la pluie s'arrête à 8h. Les sentiers sont glissants et la boue s'accumule sur nos chaussures. La marche devient pénible. Nous rencontrons en chemin un berger, Erel Maria, qui promène ses chèvres. Nous ferons un brin de conversation. Une délicieuse odeur embaume la rue et m'attire. Jésus fait rôtir ses poivrons. Une large piste confortable me conduit à la chapelle Santa Maria de Nates, datant du XIIe siècle. Cette chapelle faisait partie d'un hôpital pour pèlerins. Déception, les portes sont fermées le lundi. Je reprends le chemin pour Obanus. Quelques kilomètres plus loin, ce sera Puente l'Arena, à la croisée des chemins, la fin du chemin d'Arles et le début du Camino française qui commence à Roncevaux. Saint-Jacques-de-Compostelle n'est plus qu'à 700 km. La page vient de se tourner après un mois de marche. Sur le Camino français, c'est l'affluence internationale. Je suis complètement désorienté. Jean-Louis rentre demain chez lui par Pampelune et Roncevaux. Avec Bernard, nous reprendrons le chemin pour Santiago et Estella à 23 km.